Santé Magafrique. Des mots sur les mots et des diagnostics. La santé au Sahel et en Afrique. Maladies, Traitements, soins, protocoles, prévention. Un check-up hebdomadaire de l'actualité médicale en Afrique. Ifriqiya FM, Votre bien-être santé. Santé Magafrique. Bonjour l'Afrique, merci de nous rejoindre sur les ondes de Ifriqiya FM pour ce nouveau numéro de Santé Magafrique. Je suis, comme à chaque fois, accompagnée du docteur Ilyas Hamouk, chef de service et spécialiste des maladies infectieuses. Bonjour docteur, comment ça va ? Bonjour Samar, ça va bien et toi ? Ça va tranquille. Alors aujourd'hui nous allons parler ou aborder le syndrome du côlon irritable, également appelé syndrome de l'intestin irritable, colopathie fonctionnelle ou troubles fonctionnels intestinaux, un trouble chronique qui se traduit par des maux de ventre, de la diarrhée ou de la constipation. On en voit trop dernièrement de cas, docteur. Donc avant d'aller vers les causes et les conséquences ou plus loin les complications et traitements, dites-nous d'abord davantage c'est quoi un côlon irritable ? Alors c'est vrai que c'est pas vraiment une maladie, mais c'est un syndrome. Donc c'est un ensemble de symptômes. C'est pas forcément une maladie parce que il n'y a pas une pathologie réelle. Ça a plusieurs noms, comme tu l'as dit, intestin irritable, côlon irritable, colopathie fonctionnelle. Ou côlon nerveux, même qu'ils disent côlon nerveux. Alors c'est un syndrome, donc c'est un ensemble de troubles du fonctionnement de l'intestin qui comprennent des douleurs abdominales, un inconfort, des troubles du transit intestinal, parfois constipation, parfois diarrhée, ou même alternance des deux. C'est une maladie qui est fréquente. On parle de 10%, mais là, on parle des cas diagnostiqués. Il y en a beaucoup qui ne vont pas chez le médecin. Donc, elle est sans gravité, ça il faut le dire. Mais en raison de sa chronicité et des douleurs qui se répètent, elle altère la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Les femmes sont 2 fois plus touchées que les hommes par le syndrome du côlon irritable ou de l'intestin irritable. Et comment cette maladie se présente ? Parlons symptômes. Ce sont donc des douleurs abdominales qui rendent la vie difficile. À quoi c'est dû tout ça déjà ? D'ailleurs, comment est-ce qu'elle se présente ? Alors, sur le plan clinique, symptomatique, c'est assez complexe. Vous savez, en médecine, dès qu'on parle de syndrome, il y a association de symptômes, parfois 1, 2, 3, parfois alternance. Alors le premier symptôme est le plus important et celui qui cause le plus de problèmes, c'est la douleur abdominale ou le mal de ventre. C'est le symptôme le plus fréquent. La douleur abdominale se caractérise par une sensation de spasme ou de crampe et se situe habituellement au niveau des fosses iliaques, droite et gauche, donc des 2 côtés de l'abdomen, ou dans la région de l'ombilic, c'est-à-dire au plein centre de l'abdomen. Elle survient en général après les repas, mais peut aussi apparaître au réveil. Elle peut durer de quelques heures à quelques jours. Elle est classiquement soulagée par l'émission de sel ou de gaz. Mais ça, c'est un signe important. Quand on a très mal au ventre et quand on va à la selle, on est un peu soulagé. Ça indique grandement un intestin irritable. La douleur abdominale est en général absente la nuit. Ça, c'est le premier symptôme, le plus important. Le deuxième symptôme, c'est les ballonnements abdominaux. Donc, ils sont généralement fréquents et représentent une gêne qui rend pénible le port de vêtements serrés, en particulier après les repas. Au maximum, il s'agit d'une tension abdominale permanente, difficilement supportable, avec distension du ventre. Le ballonnement peut s'accompagner de bruit à l'intérieur du tube digestif et dû au déplacement des gaz et des liquides. Comme la douleur, le ballonnement peut être amélioré aussi par l'émission de gaz ou de sel. Et puis en dernier, le symptôme le plus important, c'est les troubles du transit intestinal, donc qui se manifestent le plus souvent par une constipation. Toutefois, des diarrhées sont possibles, caractérisées par l'émission de plusieurs sels liquides dans la journée, souvent le matin ou après un repas. Une alternance diarrhée-constipation peut également apparaître. Ainsi, selon le trouble du transit, on va classer un côlon irritable avec diarrhée prédominante, ou un côlon irritable avec constipation prédominante, ou un côlon irritable avec alternance diarrhée-constipation. Donc voici les 3 symptômes les plus souvent retrouvés. Donc douleur abdominale, ballonnement abdominal et trouble du transit. Ce sont donc des douleurs abdominales, vous dites, et qui rendent de la vie difficile. À quoi c'est dû tout ça ? Qu'en est-il des facteurs ou des causes ? Alors pour les causes, c'est assez complexe.
elles sont pas vraiment bien connues, elles sont multiples, mais on observe souvent des anomalies dans cette maladie. Premièrement, un trouble de la motricité de l'intestin grêle et du côlon. Les contractions de l'intestin grêle et du côlon peuvent être soit trop fortes, soit trop faibles. Les aliments se déplacent alors trop rapidement, et là on aura une diarrhée, ou bien trop lentement, et là on aura plutôt une constipation. Il y a aussi des anomalies de la sensibilité intestinale. Les personnes qui ont une colopathie fonctionnelle ont des intestins plus sensibles. Elles ressentent plus péniblement des phénomènes pourtant naturels, comme des ballonnements, des flatulences, des contractions de l'intestin. Et puis, il y a des molécules pro-inflammatoires présentes dans le tube digestif qui pénètrent dans l'organisme en raison d'une augmentation de la perméabilité de la paroi intestinale et seraient responsables de réactions inflammatoires diffuses, elles-mêmes à l'origine de l'hypersensibilité intestinale. Donc, on va dire qu'il y a des anomalies de la flore intestinale. Alors, la flore intestinale, c'est l'ensemble de bactéries qui vivent dans notre intestin, qui peuvent avoir un rôle néfaste, mais qui ont souvent un rôle bénéfique dans la digestion des aliments. Donc, il y a un déséquilibre de la flore intestinale. Et une majoration des troubles digestifs est observée après la prise de nourriture en rapport avec ce qui est consommé. Parce que on a mal à digérer certains aliments et on a mal de gérer les quantités de nourriture. Donc, on digère mal, donc on va influer sur la motricité, sans parler d'autres paramètres qui sont importants, c'est les paramètres psychiques. Quand on est angoissé, quand on est stressé, quand on est fatigué, ça majore un peu plus les symptômes du côlon irritable. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'appelle côlon nerveux. Voilà, parce que on a tendance à, quand on est stressé, quand on est angoissé, quand on est fatigué, d'avoir plus de symptômes. Les douleurs sont plus importantes, elles durent un peu plus longtemps, les troubles intestinaux surviennent plus souvent. Il y a un rôle essentiel du psyché dans le côlon irritable, c'est pour ça qu'on dit côlon nerveux. Ça pourrait être carrément psychique. Oui, ça peut être psychique, c'est pour ça qu'il y a des médecins, que ce soit des médecins généralistes ou des médecins c'est-à-dire spécialistes en pathologie digestive, qui donnent carrément des anxiolytiques, donc des médicaments qui diminuent l'angoisse, et même des médicaments psychiatriques pour gérer une pathologie digestive. Et cela indique la grande importance du côté psychique dans cette pathologie. De toute façon, quand on a mal tout le temps, on doit être effectivement un peu stressé. D'ailleurs, encore une fois, on dit côlon nerveux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des facteurs de risque de développer cette maladie ? Oui, il y a des facteurs de risque de survenue ou même d'aggravation. Et tu as bien parlé du côté psychique parce que il y a en fait un cercle vicieux. Donc, on n'est pas bien dans sa tête, on fait un côlon irritable, et vu qu'on a des symptômes, ça augmente l'angoisse, ça augmente la préoccupation du patient en ce qui concerne cette pathologie. C'est pour ça qu'il faut, si on a beaucoup de symptômes, si les symptômes tardent, il faut consulter un médecin, même si on sait que c'est un côlon irritable, mais il faut consulter un médecin. On va parler de ça dans le diagnostic, déjà pour éliminer autre chose. Et aussi pour même prendre en charge le côlon irritable, parce qu'il faut rappeler que chaque personne a un profil de côlon irritable. Il y a des personnes qui font beaucoup de constipation alors que d'autres font beaucoup de diarrhée. Même les douleurs abdominales sont différentes d'une personne à une autre personne. Parfois on peut supporter, parfois on n'arrive pas à supporter. Et puis pour les ballonnements abdominaux, il y a des personnes qui vivent un véritable inconfort, parce que vous imaginez dans votre travail, dans votre vie sociale, une personne qui a l'abdomen qui est très gonflé ou qui a des flatulences toute la journée. Donc, ça influe sur le côté psychique. Pour les facteurs de risque, les symptômes du syndrome de l'intestin irritable peuvent être déclenchés ou favorisés par la fatigue ou les situations de stress, comme les changements dans les quotidiens, par exemple un déménagement ou un changement de vie quotidienne, par exemple un drame familial, par exemple. Et même des voyages, parce que quand on voyage, vous savez très bien qu'on change de régime alimentaire. La nourriture, elle peut être un peu trop épicée, elle peut être différente. Donc ça influe aussi sur la digestion.
une gastro-entérite peut déclencher un syndrome de côlon irritable, c'est-à-dire même une infection, une intoxication alimentaire qui n'est pas du côlon irritable, mais elle peut déclencher après quelques jours un véritable syndrome d'intestin irritable ou de côlon irritable. Les facteurs psychologiques comme l'anxiété, l'angoisse, le stress ou la survenue d'événements difficiles peuvent déclencher des symptômes, peuvent aggraver des symptômes. À l'inverse, on a remarqué que pendant le repos ou les périodes de vacances, les symptômes ont tendance à diminuer. Et puis les facteurs alimentaires, ça c'est très très important, comme des repas non équilibrés, des repas riches en graisse, des repas riches en sucre, des repas qui n'ont pas assez de fibres, parce que les fibres aident à la digestion. Je parle de fibres alimentaires contenues dans les fruits, dans les légumes. C'est pour ça que il vaut mieux manger un fruit que le boire en jus. Parce qu'on a le même nombre de calories, on a le même nombre la quantité de sucre, mais quand on mange un fruit, on a des fibres qui aident à la digestion et qui diminuent même l'absorption de sucre. Et puis, il y a aussi, ça c'est le mal de notre époque, c'est les repas trop copieux. On n'arrête pas de manger, même si on n'a plus faim, on a tendance à manger un peu plus, de grandes quantités, et ça influe sur la digestion de n'importe quelle personne. Sûr, oui. Et surtout, c'est chez ces personnes-là qui ont plus malheureusement de risque de faire cette pathologie. Nous allons parler de prévention et traitement plus en détail tout à l'heure. Bon, les femmes, donc vous l'aviez dit, sont plus susceptibles que les hommes, d'après vous, d'après les médecins. Pourquoi ? Alors, j'ai dit au début que les causes de cette maladie ne sont pas très claires, parce que finalement, il n'y a pas de maladie. C'est plutôt un dérèglement d'un équilibre entre la digestion, la flore bactérienne du côlon et les organes, parce que ça va de l'œsophage à l'estomac, l'intestin grêle, au côlon. Alors, les femmes sont plus touchées parce que, alors pour des raisons premièrement hormonales, parce que vous savez que la femme, elle passe par des cycles hormonaux et il y a des changements physiologiques. Bien sûr que c'est pas une pathologie. On a des changements sur la peau, on a des changements sur l'humeur, mais on a aussi des changements sur la digestion. C'est pour ça que... Donc ça joue aussi sur le côlon. Ça joue sur le côlon. Vous savez, la femme, elle a plus que l'homme, c'est qu'elle a des états physiologiques qui sont plus élaborés. Une femme enceinte n'a pas la même digestion. Elle a des problèmes au niveau de la digestion parce qu'il y a premièrement des changements hormonaux, on va dire des bouleversements hormonaux, mais il y a aussi le bébé, donc l'utérus qui est augmenté de volume, qui va influer sur les intestins. Même la femme qui n'est pas enceinte, pendant ces périodes de règles, on a parfois une douleur, on a parfois une irritabilité, on a parfois une anxiété. Et je ne parle pas de maladie, je parle de l'état physiologique. Je ne parle pas de pathologie comme l'endométriose, mais c'est des états physiologiques qui influent soit sur le moral, soit sur les hormones, soit même sur le corps. Et puis aussi, les femmes ont plus tendance à consulter. C'est pour ça que statistiquement, on a plus de femmes, parce que la femme, elle s'inquiète un peu plus de son état de santé. Et ça, c'est connu pour toutes les maladies et pas que pour le côlon irritable. Elle a plus tendance à consulter. Donc, systématiquement, sur le plan statistique, on a plus de femmes que d'hommes. Donc là, c'est des explications que j'essaie de donner, mais les mécanismes ne sont pas connus à 100%. Donc, après tout ce qu'on vient de dire, comment diagnostiquer? Qu'en est-il du diagnostic, ou quel examen il faut faire pour confirmer ou pas ce diagnostic? Alors, si on a des symptômes que j'ai décrits qui viennent de manière un peu importante, ou bien de manière répétée, ou bien qui durent dans le temps, il faut consulter un médecin. Même si le voisin ou le frère ou le père nous dit non, c'est un côlon irritable, c'est un intestin irritable, c'est une pathologie, c'est une colopathie nerveuse, colopathie fonctionnelle. Non, il faut consulter un médecin qui va faire un examen clinique à la base des symptômes du patient. Il va voir aussi l'impact de cette symptomatologie. Et puis, on va faire des analyses médicales, des examens pour chercher d'autres pathologies. Parce que faut rappeler que le côlon irritable n'est pas une pathologie grave. Elle n'a pas de répercussions sur le plan de la santé. Mais il faut, pour parler de côlon irritable, c'est un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire on va éliminer d'autres pathologies plus graves, ou même des pathologies moins graves mais qu'on doit prendre en charge. On va les éliminer pour, à la fin, dire au patient,
c'est rien, vous avez un côlon irritable. Donc, un examen clinique, bien sûr, qui est très important. Et puis, selon la symptomatologie, parce qu'on ne va pas faire des examens médicaux standards, selon la pathologie, selon les symptômes, on peut faire des analyses de sang et on va faire d'autres examens comme une échographie abdominale, comme parfois une endoscopie, donc une coloscopie chez la personne, pour différencier le syndrome d'intestin irritable d'une maladie de Crohn, qui est amplement plus grave, d'une rectocolite hémorragique, d'une colite microscopique, d'une maladie cœliaque. Je rappelle, la maladie cœliaque, c'est un problème, c'est une intolérance alimentaire au gluten. Au gluten. Donc, ça donne parfois les mêmes symptômes que l'intestin grêle, mais il faut faire des examens complémentaires pour éliminer ce genre de maladie. Les médecins peuvent réaliser d'autres examens comme une échographie de l'abdomen, parce que parfois on trouve malheureusement de mauvaises surprises comme des tumeurs qui peuvent donner les mêmes symptômes. On peut faire une coloscopie qui est généralement réalisée surtout chez des personnes à risque, donc des personnes qui ont plus de 45 ans ou qui ont des symptômes par exemple un saignement anal ou des hémorragies au niveau des selles. Parfois la douleur elle est tellement importante, elle est tellement soudaine, surtout chez des personnes qui sont très angoissées, qu'on a parfois peur de maladies comme l'appendicite, par exemple, ou une maladie de la vésicule biliaire, parce que la douleur, elle est très, très, très importante. Donc, on est obligé, en urgence, de faire une échographie. Et on a même vu des cas où on fait une intervention chirurgicale, parce que la douleur est très importante et on ne trouve rien. Et ce n'est que l'intestin irritable. Donc, pour résumer, il n'y a pas un examen qui va vous dire vous avez l'intestin irritable parce qu'il n'y a rien d'anormal. C'est une pathologie fonctionnelle. Donc, l'échographie, elle va être normale. Les analyses de sang, elles vont être normales. Les coloscopies, c'est-à-dire on introduit un tube par l'anus pour voir tout le côlon. Est-ce qu'il y a une tumeur? Est-ce qu'il y a une blessure? Est-ce qu'il y a un problème? Donc, ça sera normal. Donc, le diagnostic de côlon irritable, c'est un diagnostic d'exclusion. On va éliminer toutes les pathologies graves ou pas graves qui doivent être traitées pour vous dire à la fin, monsieur ou madame, vous n'avez rien, c'est un côlon irritable. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas vous traiter, mais le diagnostic ne trouve aucune autre pathologie. Voilà. Je rappelle que le côté psychique joue un rôle mais énorme sur l'aggravation ou peut même être la racine du côlon irritable. Oui, le côté psychique, parce que il peut à la fois déclencher les symptômes, comme il peut les aggraver. Et peut les aggraver, parce qu'on a tous eu une petite douleur abdominale, on a tous eu un abdomen un peu ballonné, une petite diarrhée, une petite constipation, mais quand ça devient fréquent, quand ça devient chronique, ça joue sur le côté psychique de la personne. Donc c'est un cercle vicieux. Donc j'ai mal parce que je suis pas bien et je suis pas bien parce que j'ai mal. Et c'est pour ça qu'il faut une bonne prise en charge. Il faut pas sous-estimer. C'est pas parce que j'ai dit que tous les examens médicaux étaient normaux qu'il faut pas prendre en charge le patient. Bien sûr, selon les classifications, il y a des personnes qui le prennent très bien et qui ont de temps en temps un petit symptôme. Il y a des personnes qui sont tout le temps malades. Il faut les prendre en charge. Et même le côté psychique de la prise en charge est très, très important, que ce soit par un psychologue ou même parfois par un psychiatre, pour expliquer aux patients que c'est un déséquilibre, c'est pas une pathologie grave, c'est pas un cancer, c'est pas une autre pathologie vraiment grave. Donc il faut un soutien psychologique chez certaines personnes et même parfois des médicaments. On va voir ça dans le traitement. Et parlons à présent des complications. En cas de complications, la maladie se manifeste ou se présente comment? Alors c'est vrai que c'est pas une pathologie grave. Le côlon irritable, tous les examens complémentaires, échographie, coloscopie, analyse sanguine, il n'y a rien. Mais ça ne veut pas dire que ça n'influe pas, qu'il n'y a pas de complications. Il n'y a pas vraiment de complications dans le sens où le côlon irritable va donner un cancer ou donner quelque chose comme ça, mais ça peut donner des maux de tête, ça peut donner un syndrome de fatigue chronique parce que parfois on ne dort pas bien, on est un peu tracassé, ça peut donner des problèmes psychiques, de dépression, d'irritabilité, d'angoisse. Donc, c'est principalement les complications de cette maladie. Donc, il n'y a pas de complications digestives graves.
Et parlons maintenant du traitement. D'abord, que manger avec une colopathie fonctionnelle? J'imagine que le traitement diffère selon les symptômes. Ça va dépendre des causes du côlon irritable. Il y en a par exemple ceux qui arrivent avec des analyses médicales très poussées, donc c'est plus compliqué. On a où c'est moins compliqué. Que manger et quoi éviter? Alors, ce qui est sûr, ce qui est constant chez tous les patients, c'est le régime alimentaire. C'est l'élément le plus important. Le régime alimentaire, c'est-à-dire manger équilibré. Dans une ration, on a des protéines, des lipides, des glucides et surtout des fibres. Ça, c'est très, très important et c'est le cas pour tous les patients et même pour les gens qui ne sont pas malades. La base, c'est le régime alimentaire. C'est de manger à heures régulières pour que le côlon soit habitué et puis bien sûr de rations qui sont pas très, très importantes parce que ça va vraiment fatiguer l'intestin. Ça, la première chose, c'est le régime alimentaire. On peut souvent soulager la constipation en consommant davantage de fibres, en buvant plus d'eau. Parce que les personnes constipées peuvent prendre des suppléments alimentaires, etc. Mais l'essentiel, c'est de prendre des fibres et de l'eau pour ne pas être constipé. Pour les médicaments, tu as bien dit que ça dépend des personnes. Il y en a qui font des diarrhées, il y en a qui font des constipations, il y en a qui font les deux. Il y a des médicaments comme certains laxatifs, s'ils sont raisonnablement pris, et surtout par un médecin, pour soulager certaines personnes qui souffrent de constipation importante. Il y a des médicaments antidiarrhéiques chez les personnes qui font des diarrhées et ça peut se répercuter sur leur vie sociale et leur vie, c'est-à-dire de leur travail, etc. Et puis, dans les cas les plus importants, on va dire, dans les personnes qui souffrent beaucoup, on peut donner certains antidépresseurs, des personnes qui dépriment par cette maladie, et puis des anxiolytiques, des médicaments qui vont réduire le stress, l'angoisse. Justement, ça c'est pour le côté psychique. Voilà, c'est pour ça qu'on parle de côlon nerveux. Oui. Ça dépend des personnes, parce qu'il y a des personnes qui font des symptômes parce qu'ils mangent trop ou qu'ils mangent mal, donc on va régler ça avec le régime. Il y a des personnes qui sont trop stressées, trop angoissées, on va régler ça avec un soutien psychologique, avec des médicaments. Et puis selon les symptômes de douleur abdominale, de diarrhée, de constipation, le traitement il va être différent selon chaque personne parce que chaque personne a des symptômes particuliers. Donc, pour finir, parlons de prévention. Comment prévenir et éviter le côlon irritable? Alors, en général, pour éviter le côlon irritable ou pour toute pathologie digestive, en ce qui concerne la digestion, c'est d'avoir un régime alimentaire équilibré. C'est pas le fait de faire un régime strict en mangeant que des légumes, mais avoir une assiette avec des légumes, des fruits, des fibres, des glucides, des lipides. Même les glucides, on a besoin et on a le droit, mais en petite quantité raisonnable. Deuxièmement, faire une activité physique, notamment la marche, parce que quand on marche, on active le côlon. Le côlon, il est plus actif, donc il est moins paresseux, si j'ose dire. Ça, c'est très important. C'est des conseils, que ce soit pour les patients qui ont le côlon irritable ou pour toute la population. Et troisièmement, il faut essayer de se détendre. C'est pas une pathologie grave. Même si on a des symptômes, il faut les gérer, il faut se détendre, il ne faut pas s'angoisser parce que ça va augmenter et ça va aggraver les signes de cette pathologie. Merci, docteur Ahamouk. Je rappelle que vous êtes chef de service des maladies infectieuses. C'est la fin de ce numéro. Vous l'aviez suivi. Oui, vous a été présenté par moi, Samar Hamadi. Notre rendez-vous se renouvelle mercredi prochain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de votre santé et de votre communauté.